Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir d'être avec vous, fidèles d'Ecopolis Télévision et Ecopolis FM, exceptionnellement pour ce énième numéro d'Espace de la femme. Vous serez avec moi, bien évidemment, Priscille qui a pris son petit congé. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans le cadre de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Une campagne mondiale dont l'objectif principal est de sensibiliser les communautés mondiales sur les violences faites à la femme et à la jeune fille. Et en 2025, un accent particulier est mis sur les violences numériques. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, le monde est couronné, sinon est empressé vers l'Internet. Rien ne se passe sans que cela ne passe sur Internet. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans ces plateaux deux invités avec qui nous allons échanger sur un sujet aussi important mais qui est lié au numérique, à la lutte contre les violences en ligne. Sans plus tarder, je m'en vais présenter nos invités. À ma droite, j'ai Monsieur Rigen Ntsiese. Il est directeur général du groupe Congo Média, un média en ligne que vous suivez forcément tous les jours pour vous informer. Il est également journaliste très avéré et surtout connu de la province du Congo central et en RDC. Bonjour Monsieur Rigen. Bonjour Madame Liliane. Comment vous allez? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être parmi les invités de cette émission. Je pense que c'est une première pour moi de prendre part à une émission dédiée aux femmes. Ça c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a un homme au milieu des femmes. Exactement. Ça montre que la chaîne exploite vraiment ou applique à la lettre la masculinité positive. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. Et à ma gauche, j'ai Madame Fallon Kenge, journaliste reporter, CEO de VFED Communication. Avec elle aussi, nous allons parler de notre sujet du jour. Bienvenue, Madame Fallon. Merci, Madame Liliane. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à mon co-animateur. Je n'ai jamais partagé un plateau avec lui. Donc, c'est un réel plaisir d'être là aujourd'hui et d'être invité par Madame Koué. Alors, déjà, par rapport à... Je vous souhaite donc le bienvenu, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. En tout cas, ne zappez surtout pas parce que c'est un sujet important. Aujourd'hui, dans le monde, il est connu qu'une femme sur 3 subit de violences. 16 à 58% des femmes font face à des violences numériques et surtout 95% des deepfakes sexuels fabriqués dans le monde ne concernent que les femmes. Alors, un accent particulier, je vous ai dit, le sujet, nous allons parler de la responsabilité de médias face aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Sans plus tarder, je vais accorder la toute première parole. Je crois que ça sera avec Monsieur Rigen. Quelle définition donnerez-vous à la violence en ligne? C'est quoi quand on parle de la violence? C'est quand même un concept que les Congolais sont habitués à entendre aujourd'hui, mais il y a encore autre chose qui s'ajoute, violence en ligne. C'est quoi la violence en ligne? D'entre de jeu, je dirais merci pour l'attention, merci pour le sujet. Je pense qu'il est important de débattre également sur le numérique, sur les violences numériques. Il faut comprendre que actuellement, avec les nouvelles technologies de l'information, il est de notre devoir en tant que médias de sensibiliser également la population et surtout face aux problèmes qui nous préoccupent. Étant donné que vous m'avez demandé sur les violences numériques, de façon simple ou de façon générale, les violences numériques, ce sont les harcèlements ou les cyber-violences, toutes sortes de violences, toutes sortes d'harcèlements qui se passent en ligne, sur Internet. C'est-à-dire que sur base de certains contenus, sur base de certains supports, notamment sur WhatsApp, sur Facebook, sur les différentes plateformes des réseaux sociaux, tout ce harcèlement dont on est victime, c'est ce qu'on peut définir par violence en ligne. Donc, c'est-à-dire que ce sont juste des harcèlements utilisés
à partir de différents moyens ou de différents supports de l'Internet. Donc, je vais quand même essayer de vous apporter un peu des petits nuances, si je peux accompagner. Donc, c'est-à-dire pour nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, c'est-à-dire lorsque vous avez un téléphone, parce qu'on parle en ligne, c'est-à-dire sur Internet. Lorsque vous parlez, vous avez un téléphone et que vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, vous avez des comptes Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, X et autres, mais lorsque vous utilisez ces réseaux, vous êtes souvent attaqué, c'est ce qu'on appelle des violences en ligne. Alors, Madame Fallon Kenge, vous qui êtes journaliste, je pense que vous avez quand même aussi une définition à donner par rapport à ces concepts de violence en ligne. Mon prédécesseur a presque tout dit, mais au-dessus, j'aimerais ajouter, il y a aussi les insultes, la publication non consentie d'images d'une personne sur les réseaux, ça s'appelle aussi violence. C'est-à-dire que je t'envoie mes photos, je ne t'autorise pas de les publier. Tu les publies à mon insu sans pourtant que je t'autorise. Ça s'appelle aussi violence, les insultes et tout ce qui va avec comme vient de le dire. Donc, quand c'est pas consenti, est-ce que c'est aussi consenti que l'on publie? Quelqu'un peut consentir voilà, que l'on publie ses photos? Je peux être consenti, je t'envoie une photo. Tu me demandes par exemple, là tu envoies à un homme ou à une femme? Je peux envoyer à une collègue, à une femme, à une amie femme, tout comme un ami garçon. Je peux envoyer avec elle, je peux t'envoyer. Mais avant de publier, tu dois me demander l'autorisation. Surtout si tu juges déjà que cette photo peut susciter des insultes, peut susciter des violences en ligne. En tout cas, il est important de demander mon consentement avant de pouvoir publier, que tu sois femme ou homme. C'est une réalité en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Il est prouvé aujourd'hui que 60% des informations que nous recevons viennent de l'Internet. Donc, c'est-à-dire dès que quand on se réveille le matin, face à l'afflux de l'information, on a plus des informations qui nous tombent sur les réseaux sociaux. Quand vous êtes connecté sur WhatsApp dans le groupe, ça arrive à partir de WhatsApp. Que vous soyez sur Facebook, vous pouvez trouver tant d'informations. Alors, face à l'afflux des informations, quel peut être le rôle de médias? Parce qu'on parle de la responsabilité de médias face aux violences faites à la femme et à la jeune fille. Que peut être le rôle de médias lorsque l'on se retrouve devant une panoplie des informations, Monsieur Hegel? Voilà, comme je le dis dans mon introduction, les violences en ligne, ce sont des différents harcèlements que nous avons, que nous reconnaîtrons au niveau sur Internet. Mais il est de notre devoir, en tant que médias, nous avons cette responsabilité de recadrer certaines choses. C'est quoi cette responsabilité-là? De quelle manière le média peut... Cette responsabilité peut être de plusieurs formes. C'est-à-dire que déjà au niveau de la rédaction, quand nous traitons certaines informations, nous appliquons ce que nous appelons la masculinité positive. C'est-à-dire que au niveau même si on est à 10 au niveau de la rédaction, il y a 2 femmes, ou il y a 2 femmes et 8 hommes, on doit faire l'équilibre, on doit faire quand même la part des choses pour dire que tel sujet ou tel sujet, ce n'est pas seulement aux femmes de les traiter, ce n'est pas seulement aux hommes de les traiter, mais également sur certaines informations. Parce que quand on parle plus des violences en ligne, la plupart des personnes qui sont victimes, ce sont plus de femmes. Là, c'est reconnu d'ailleurs avec les chiffres. Là, c'est reconnu, c'est plus de femmes parce que même au niveau de la rédaction, quand vous voyez parmi nos rédacteurs ou parmi nos journalistes, si moi, par exemple, avec mon compte personnel, Rigen, si je fais une publication, ça n'aura pas le même impact qu'une publication faite par une des rédactrices des Congo Média. Vous verrez qu'il y aura toujours une connotation féminine, une connotation, on dirait apparemment comme si les femmes sont plus la cible de ces violences. Alors nous, à notre niveau, notre rédaction, ce qu'on fait, nous donnons quand même pour des rédactrices, pour des journalistes et femmes, pour chaque publication qu'ils veulent effectuer, du moins ils nous consultent. Pour savoir quand même que
cette publication essaie un peu de le faire de cette manière, parce que c'est vrai que nous avons une responsabilité du côté de la rédaction, mais également chaque compte privé, chaque rédacteur de façon privée engage d'une manière ou d'une autre également l'image de la rédaction, parce que si on voit peut-être Fallon qui est journaliste je prends un exemple chez Congo Média, faire une publication et qu'il y a des répressions négatives elle est victime de cette violence, ça peut répercuter sur la rédaction. Alors nous, à notre niveau, on fait quand même de notre mieux pour essayer un peu comment je peux utiliser, tamiser un peu certains contextes, certains textes liés aux violences. Mais je dois peut-être préciser que par rapport aux violences, il y a quand même trois types de violences qu'on fait face. C'est vrai que les violences sont quand même énormes. On ne peut pas parler des violences du côté par rapport au monde entier, mais je vais plus m'atteler sur les contextes du Congo central. Parce que généralement, si on parle des violences en ligne, on voit Internet. Mais sur Internet, on peut voir deux supports. Je vois les téléphones et l'ordinateur. Mais généralement, avec les Congo central, nous utilisons plus les téléphones. Avec les téléphones, on utilise plus les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux les plus utilisés, c'est Facebook. Vous remarquerez avec moi, non, c'est Facebook et TikTok. C'est là qu'on trouve réellement des violences faites surtout aux femmes. Vous verrez que moi, je peux faire une publication, ça peut passer inaperçu. Mais lorsqu'une dame fait une publication, automatiquement ça incite les gens à réagir. Et ces réactions, je pense que ces réactions sont des réactions, généralement, sont des réactions négatives. Au lieu de préparer, toujours téléphone. Or, ils oublient que même cette femme-là qui fait une publication, son outil de travail, c'est aussi les téléphones. Les téléphones, c'est vraiment un vrai outil de travail pour le journaliste, que ce soit journaliste homme, que ce soit journaliste femme. Vous êtes un journaliste, vous pouvez faire une publication pour essayer un peu de rechercher certaines informations, parce que même les réseaux sociaux nous permettent également d'être comme une source d'information. Vous pouvez faire une publication, on peut vous dire que non, la place de la femme, c'est à la cuisine. Donc, je peux dire que c'est aussi une forme de discrimination en même temps à l'endroit de la femme. Peut-être qu'avec ma consoeur Fallon peut me compléter, il est temps pour moi de compléter d'autres sortes de violences avec lesquelles vous, en tant que vous femmes, vous faites preuve. Mais là, il ne s'agit pas que de femmes. J'espère que vous allez revenir, parce que dans le coulisses, nous discutions au moins de cette question. Madame Fallon, je reviens à vous face à l'afflux de l'information. La rédaction, vous êtes journaliste, quel est le rôle, de quelle manière le média peut remplir son rôle, surtout lorsqu'il s'agit de fausses informations, comment faire face? Voilà, je pense que les médias, nous avons vraiment une grande responsabilité dans ça, dans ces flux d'informations, notamment c'est la responsabilité de fact-checker. Fake-checker, je ne suis pas anglophone. Donc le média, ou sinon les professionnels des médias ont ce devoir de fake-checker les informations. Pardon Fallon, on va adoucir un peu. Vous parlez de fact-checker ou fake-checker, je sais pas. Je vais. Est-ce que tu peux vraiment, il faut nous expliquer, sinon nous autres là on risque pas de comprendre la méthode. Fake-checker signifie, c'est juste un fait, c'est le processus de vérification de l'information. C'est-à-dire que les médias ont ce devoir d'amener la population à comprendre la véracité d'une information. Donc, les médias doivent enquêter, les professionnels des médias doivent enquêter sur des sujets qui semblent comme des rumeurs dans l'espace numérique, surtout parce qu'on parle du numérique. Donc, nous étant professionnels des médias, nous avons ce devoir d'enquêter. Même si nous avons déjà diffusé une certaine information, mais si nous sentons que ça suscite encore des réactions de part et d'autre, nous avons ce devoir d'aller enquêter à nouveau pour ramener la population et faire voir même les résultats de ces enquêtes-là. Que vous voyez, par exemple, cette photo, je l'ai tirée dans tel endroit, ou sinon, quelqu'un me l'a confiée, tout en protégeant nos sources, parce qu'on l'a toujours fait et la déontologie l'oblige. En tout cas, on a ce devoir de ramener la population vers la vérité et les faire voir si nous sentons qu'elle demeure douteuse. Donc, nous devons vraiment utiliser des stratégies comme des fact-checking, comme on l'a dit. Donc, vérifier, mener des recherches
et faire voir les résultats et les processus de ces recherches-là à la population pour la mener à comprendre la vraie vérité de cette information. Donc, c'est un peu ça. J'allais juste ajouter que dans les violences numériques, nous retrouvons aussi les enfants. Aujourd'hui, on retrouve les images des enfants dans les TikTok, dans nos Facebook et tout. C'est presque chaque jour, on verra un enfant qui refuse de manger, par exemple. Pour sa mère, c'est amusant de prendre l'image de l'enfant, de mettre sur les réseaux sociaux. Et heureusement, si c'est la propriétaire de l'enfant, ou sinon c'est les deux parents de l'enfant. Mais vous verrez que même un inconnu qui passe, il trouve une image d'un enfant qui est amusant, qui peut faire rire aux autres, il prend l'image de cet enfant et sans pourtant demander l'autorisation de ses parents, il met l'image sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une violence. Parce que l'enfant, un enfant mineur qui n'a pas encore atteint la majorité, n'a pas droit d'apparaître normalement selon la loi sur les réseaux sociaux sans consentement de ses parents. Vous voyez. Donc, nous, les médias... Là, je comprends que Tata Fallon a rejoint sa peau de la défenseur de droits des enfants. Alors, on va revenir, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de parler d'un sujet important dans les cadres de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Dans cette émission, nous parlons du rôle, de la responsabilité de médias face aux violences faites à la femme et à la jeune fille en ligne. Avec moi, Monsieur Rigen Siese, je répète qu'il est directeur général de Congo Média. Combien de femmes journalistes avez-vous dans votre rédaction? Au niveau de la rédaction, l'ensemble de l'équipe, c'est 4 femmes. Ok. Combien sur 10. Okay. Donc ça fait presque 40%. Mais ça va quand même, nous essayons quand même de faire quand même la part des choses pour donner la place à la femme. Donner quand même la place à la femme. Okay. Parce qu'on sait que une information, surtout une information bien traitée par une femme, a des répercussions positives. Maintenant, je précise, a des répercussions positives parce que apparemment les femmes ont quand même cette facilité de transmettre l'information, cette facilité d'aborder certains opérateurs politiques, certains opérateurs économiques. Et pour nous, nous utilisons à bon escient la présence féminine au niveau de la rédaction. Alors, on parlait tout à l'heure du rôle de médias, mais deux fois, ce sont les médias qui ont tendance à créer le buzz toxique, souvent au détriment de la vérité. Fallon l'a dit, il faut faire le fact-checking et tout. Nous, étant que population, comment on peut rendre, en fait, vous étant des médias, comment rendre une information sensible sans amplifier la souffrance des victimes? Je donne un exemple. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons vu ici au Congo central, nous restons vraiment dans le cadre de la province où il y a eu des deepfakes sexuels. On a vu des vidéos circuler ça et là, de certaines autorités, je le dis comme ça, ou de certaines personnalités, femmes engagées dans certaines institutions. On a vu leurs vidéos. Les personnes sont des victimes. Mais nous, de médias, face à cette réalité, à cette situation, nous optons pour le buzz toxique. Ou sinon, on fait quand même attention à ne pas trébucher, ou sinon de ne pas tomber dans les pièges. Comment on fait? Comme je ne cesse de le dire, madame, comme pour Congo Média, même pour toute rédaction, nous avons une ligne édito à respecter. C'est-à-dire que à partir de cette ligne, il y a des informations à diffuser et des informations à ne pas diffuser. Nous prenons soigneusement notre temps de vérifier ces informations. Donc, si vous vérifiez dans nos différents canaux, vous verrez que peut-être si nous tombons dans des fausses informations, peut-être que nous sommes ressourcés auprès d'une mauvaise source. Mais donner une mauvaise information ou une fausse information, en tout cas... Donner une mauvaise information dans le but de créer le buzz. De créer le buzz, non, on ne le fait pas. Vous ne le faites pas. D'ailleurs... Mais on vous suit aussi sur les réseaux. Exactement, vous nous suivez, mais essayez un peu de vérifier différentes informations. C'est dans les rares des cas que nous donnons une information dans le faire peut-être du buzz. Peut-être je peux donner un avis personnel, mais c'est pas une information. Là, c'est sur votre compte personnel. Oui, je donne un avis personnel, mais c'est pas une information. Mais dire peut-être que informer dans l'intention de faire du buzz, en tout cas,
Je pense que je suis parmi ces journalistes qui luttent contre la désinformation au Congo central. Et comme je l'ai toujours dit, j'insiste toujours que c'est à notre devoir d'éviter, parce que souvent on confond violence numérique. Les violences, c'est pas seulement les violences sexuelles, si vous me permettez de le dire, c'est pas seulement les violences sexuelles. Même les commentaires. Tu fais une publication, tu vois certains commentaires. Ah non, tu n'es pas du Congo central. Pourquoi tu peux parler sur le Congo central? Tu n'es pas de la Lukaya. Pourquoi tu dois parler sur la chose qui concerne les territoires de Madimba? Donc, on fait face vraiment aux violences, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. On fait vraiment face aux violences numériques, mais on essaie quand même de faire de notre professionnalisme pour éviter également d'alimenter ces violences en ligne. Ces violences en ligne. Il y a même d'ailleurs, au niveau de différents réseaux sociaux, il y a des standards à respecter. Il y a des termes où il y a des mots qu'on ne peut jamais employer. Je prends un exemple pour un compte, pour une page qui monte en puissance. Plus votre audience monte, plus vous êtes exposé également aux restrictions. Alors, moindre violence, il y a peut-être des termes que moi, journaliste, je ne peux jamais employer, que je ne peux jamais utiliser sur la place publique, pour éviter aussi que mes followers, que mes abonnés oui, puissent tomber dans les violences. Parce qu'il y a certaines violences, c'est nous-mêmes qui provoquons cela. Bon, dans ça, dans publication, peut-être que ça va inciter les gens à réagir. Alors, par rapport aux 16 jours d'activisme, c'est vrai que le 16 jours d'activisme, c'est plus pour les femmes et aux hommes. Et non, c'est pas seulement pour les femmes. On met un accent dans la sensibilisation, mais c'est les femmes et les hommes. Hein. Faut pas. Merci pour la correction, mais je pense que vous parlez de la masculinité positive. Oui, mais je pense que plus de 80% des violences faites en ligne, des violences numériques, c'est plus les femmes qui sont exposées. Exact. Alors nous, en tant que médias, on doit quand même sensibiliser ceux qui nous suivent, ceux qui nous prêtent oreille, ceux qui nous prêtent attention, de ne pas tomber dans ces violences. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. Je reviens à Madame Fallon. Avez-vous déjà vous-même été victime de violences en ligne? Tout en restant journaliste, on vous attaque, on vous harcèle, et puis il y a des gens qui viennent, comme on dit, dans votre inbox, ils commencent à vous dire des choses, est-ce que vous avez déjà été victime? Tout en étant dans l'exercice de mon métier, de mon travail. Oui. Si, je dois dire si. Bon, moi, personnellement, en public comme ça, c'est difficile. C'est difficile comme ça en public. J'ai publié quelque chose dans le cadre de mon travail. C'est jamais arrivé, hein? En public comme ça, ce n'est pas encore arrivé, ou sinon je ne me souviens pas trop. Mais sinon, en inbox, comme vous l'avez dit, en privé, vous savez, avec la montée de la technologie aujourd'hui, c'est vraiment un peu difficile. Vous verrez qu'en privé, il y a même quelqu'un qui peut t'envoyer une image, soit l'image de la femme, l'image d'une femme, mais peut-être qui est nue, l'image de l'intelligence artificielle d'une femme qui est nue, mais qui me communique directement quelque chose. Et par cette image, je comprends directement ce que la personne veut dire. C'est-à-dire qu'à partir de ma publication, mais la personne me suit inbox pour me dire, par exemple, que, en dehors du fait d'être intelligent, tu es aussi jolie, hein, mais à travers une image créée par intelligence artificielle. Voilà pourquoi j'allais dire que, à l'occasion de ces 16 jours d'activisme, il est vraiment important de sensibiliser aussi les créateurs de contenu qui utilisent aussi l'IA, parce qu'avec la montée de la technologie, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est chaque jour que nous voyons des images de la femme dénigrée. C'est si difficile de voir l'image d'un homme. On parle de 95% à travers le monde. 95% des violences numériques, ça ne concerne que la femme et la jeune fille. Voilà. Et cette manière de faire, en tout cas, n'honore pas la femme. Vous verrez qu'il y a des images, madame, vous savez qu'étant là maintenant, je ne parle pas seulement en tant qu'une femme, là je parle en tant que journaliste, mais parfois dans la peau d'une femme, lorsqu'on diffuse une image d'une femme que vous n'êtes pas, mais étant une femme, vous sentez comme si c'était cela vous concerne, ça vous touche directement. Vous voyez, oui, ça a un impact sur vous. Directement. Donc, du coup, tu as honte. Si tu es avec des frères, tu peux dire, des amis garçons, tu peux dire,
en tout cas pour l'excès image, donc ça te fragilise à la fois. Donc avec cette montée en puissance de la technologie, l'IA, la création d'images, vous verrez, on crée une image d'une femme bien créée là avec des rondeurs et puis on publie. Et puis là, tout le monde commente. Elle est jolie, elle a des rondeurs, oh, pena ce qui n'a zouillé, babilo moi bongo. Donc ça dévalorise la femme. Et pour des femmes ou des filles qui ne sont pas fortes psychologiquement, vous verrez que, et aussi ça y est confiance. Oui. Ah, quand elle va voir l'image, c'est à peu près comme moi. Donc, une personne a publié photo, ils vont dire ça de moi. Vous verrez qu'une femme a besoin de communiquer peut-être une information, mais qui finalement se cache à partir de cette image qu'elle a vue, qui n'était pas elle, mais comme l'image ressemble à peu près à sa morphologie, ça enlève la confiance en cette femme ou en cette jeune fille. Vous verrez que c'est une femme peut-être qui a des compétences, qui a des choses à donner au public, peut-être des bonnes choses, peut-être des choses instructives, mais à partir de cette diffamation, vous verrez que cette femme-là est découragée parce que, pourquoi? Parce que simplement, elle n'est pas forte mentalement, psychologiquement, elle est affaiblie et elle se cache. Vous voyez? Mais les hommes aussi ne sont pas exclus. Hein? Et tout à l'heure, vous disiez, en fait, c'est connu que c'est plus les femmes, mais les hommes aussi, quand même, il y a un 5%. Vous aussi, vous avez déjà été victime de harcèlement en ligne. Bon, harcèlement en ligne, c'est... je dirais c'est plus du côté attaque. Ok. Les attaques quand vous publiez sur c'est par rapport à ma position en oui. tant que journaliste, par rapport à ma position lorsque je donne une information, des fois ça ne plaît pas à toutes les parties. Okay. Donc il y a la partie peut-être qui se sent un peu lésée, qui nous attaque. Donc souvent ce sont ces genres d'harcèlement dont je suis victime. Mais je pense que on ne va pas se fatiguer, même si il y a ces attaques-là, on doit toujours continuer. Mais également, il faut aussi mettre un accent sur le harcèlement sexuel à l'égard des hommes. Oui, il y a également des hommes, il y a... Les harcèlements sexuels en ligne. Les harcèlements sexuels en ligne à l'égard des hommes. Il y a également des harcèlements qui... Je prends un exemple, il y a des faux comptes, à travers des faux comptes. Vous voyez une dame, une belle dame, qui t'écrit avec un faux compte. Est-ce qu'on peut se mettre, on peut avoir une amitié, tout. Donc, on est censé quand même sensibiliser les gens pour comprendre que ce n'est pas toutes les pages ou tous les comptes avec des profils d'âmes que réellement ce sont des dames qui sont derrière ces profils. Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans ces pièges-là. Donc, il y a beaucoup d'hommes. Il y a même dernièrement, j'ai été contacté par une dame qui m'a écrit salut, j'aimerais te faire connaissance. Je lui ai posé la question en disant que généralement sur les réseaux sociaux, parler avec une femme, les femmes ne sont pas rapides à répondre aux messages. Comment est-ce que vous êtes trop rapide à me répondre? Oh non, d'ailleurs, j'ai une information à te partager. Quelle est cette information? Il me partage une vidéo faite par intelligence artificielle d'une autorité de la place pour me dire que non, j'ai ces vidéos compromettantes, donc il faut dire à la personne en question de me contacter, sinon je vais les publier. Moi je lui ai dit carrément, vous avez les coordonnées de cette personne, allez directement chez la personne pour voir, directement j'ai pris mon téléphone pour appeler la personne concernée pour lui dire qu'il faut faire très attention, il y a vous êtes la cible d'un cyberattaque. Pour dire qu'avec la technologie, avec les réseaux sociaux, on doit quand même être très prudent vis-à-vis les messages, vis-à-vis des personnes avec qui nous parlons. Vous verrez qu'il y a une personne qui a un compte Facebook, il n'a jamais publié, 0 publication, il n'a jamais commenté, il n'a jamais liké une publication, mais il vous écrit souvent en privé. Donc, on est censé quand même, que ça soit homme, que ça soit femme, nous sommes censés quand même d'avoir la maîtrise des nouvelles technologies de l'information, notamment sur Facebook. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ne veulent plus parler aux inconnus. Parce qu'il y a, surtout ce sont des Camerounais. Vous verrez un numéro avec plus les Ouest africains actuellement. Généralement, ce sont des Camerounais. C'est avec ma petite expérience, je le dis. Vous verrez un numéro commençant par plus 237. Si vous voyez déjà une publication avec plus 237, soyez très regardant vers cette conversation.
il viendra avec des propositions que vive votre audience, vive votre patati patata, je vais vous envoyer un lien, cliquez juste sur le lien, comme ça vous allez recevoir 30 000 francs chaque jour. Papa, maman, au salaire justement raboyer 30 000 francs par jour parce que tu as fait des likes, 5 likes. Alors, j'attire l'attention de tout le monde. Là, vous allez. Là, peut-être que je le dirai à la fin. Vous allez trop vite en besogne, sinon vous allez épuiser directement la matière et on termine l'émission. Voilà, merci. Madame Falonde, je reviens à vous. Bien sûr, nous allons presque à la fin de cette émission. Les médias traditionnels, la radio, la télé, la presse écrite, aujourd'hui, ils sont, comment dirais-je, un tout petit peu piétinés par l'Internet. Hein, si je peux le dire, pas totalement, bien sûr, mais un tout petit peu piétiné par l'Internet. Alors, quelles actions les médias peuvent mener aujourd'hui, médias traditionnels, pour attirer l'attention des jeunes filles, de jeunes garçons, pour qu'ils puissent bien utiliser le réseau social ou le numérique? Les actions concrètes que le média traditionnel, par exemple, peuvent mettre en place. Moi, je continuerai de dire que jusqu'aujourd'hui, les médias traditionnels restent une grande puissance. Ok. Surtout la radio. Parce que jusqu'aujourd'hui, je peux ou ne pas avoir des forfaits Internet, mais la radio, elle est là, elle est gratuite. Avec mon téléphone ou avec ma radio, ma petite radio à la maison, je peux ouvrir et suivre une émission. Vous voyez que jusque-là, la radio reste encore le média le moins coûté, si je peux le dire comme ça, parce que même les journaux, il faut les acheter. Mais dès lors qu'on a sa radio à la maison et elle n'est pas déchargée, la radio est chargée, donc il suffit de l'ouvrir. Vous êtes à la portée de l'information. Donc, je pense que ce que ces médias traditionnels doivent faire aujourd'hui, c'est seulement d'adapter leur programme de sensibilisation surtout au goût ou sinon au désir de leurs auditeurs et de leurs téléspectateurs. Okay. D'où l'importance pour chaque média traditionnel de connaître les besoins, sinon les désirs de ses cibles. Je dis, mes auditeurs, quels sont les programmes qu'ils aiment très souvent? Si c'est de la musique, c'est là que vous pouvez toujours intégrer la musique dans vos différents programmes. C'est-à-dire que nous avons une émission de sensibilisation pour parler du genre, par exemple, parce qu'une société genrée est vraiment équilibrée. Et là où les genres est vraiment prôné, vous verrez qu'il y aura difficulté de voir ces violences même. Parce que si je reconnais que l'homme et la femme sont égaux plutôt, j'aurais du mal à violer les droits de l'homme ou de la femme. Donc, chacun aura sa place. Puisque les médias ont ce devoir de sensibiliser sur l'égalité et sur la lutte contre les violences, donc les médias traditionnels doivent maintenant étudier les habitudes de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs, pour que dans chaque programme où ils sensibilisent, qu'ils sachent toujours attirer leur cible, quoi. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous ajouterez par rapport à cela? Quelles actions mener? Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en ligne, c'est difficile qu'on voit quand même, qu'on lise à 60% l'article publié par exemple sur Ecopolis par rapport à Congo Média. Comment faire le média traditionnel? Moi, je vais simplement compléter ce que Madame Falonde a dit. Les médias traditionnels, c'est vraiment une grande puissance, mais ces médias doivent s'adapter aux nouvelles technologies. Okay. On doit vraiment s'adapter aux nouvelles technologies parce que aujourd'hui, on est à Matadi, on est à Kinzamvote, mais on peut directement suivre un média de Paris juste avec mon téléphone. Pourquoi ne pas également adapter avec nos médias? Pourquoi ne pas adapter avec Ecopolis, être en ligne, peut-être ce genre d'émission, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui n'auront pas le temps de les suivre sur télévision, mais peut-être aussi ça peut également passer sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok. C'est-à-dire que la bonne utilisation également de ces médias sociaux-là. Okay. Donc on doit nécessairement adapter. Je prends un exemple avec l'avènement de l'Internet entre 2014 et 2015. Il y a des journaux, ce qu'on appelle des journaux, qui ont minimisé l'action Internet. Non, c'est plus le journal papier, tout.
Mais au fil du temps, on a vu qu'après 2018-2019, tous ces journaux-là ont maintenant des sites internet. Vraiment. Donc, ce qui revient à dire que même les papiers-là qu'on peut lire, on peut également le faire sur téléphone, sur ordinateur, sur laptop, sur internet. Donc, on peut dire que ces genres de sujets, c'est vrai de le débattre, mais également nos médias doivent également s'adapter aux nouvelles technologies pour que le téléspectateur d'Ecopolis, ex-Mabanière, doivent également profiter parce que beaucoup de vos auditeurs, de vos téléspectateurs sont sur Internet. Vous devez également, peut-être, les médias doivent s'adapter, d'être également à la ligne. Comme vous l'avez dit, un article publié sur un média en ligne est plus lu qu'un média publié peut-être sur la radio ou sur... je prends l'exemple de Top Congo FM. Top Congo, aujourd'hui, personne ne peut en passer. Hein? Personne ne peut en passer. Pourquoi? Parce que ils ont juste pris les médias traditionnels que la radio, ils ont adapté aux nouvelles technologies et voilà les résultats. Donc, que ce soit également nous au niveau de médias en ligne, on doit également s'adapter. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, là aussi, on doit se dire que on ne peut pas rester, on doit vraiment aller au fil du temps. Donc, on doit vraiment suivre les nouvelles technologies, suivre l'intelligence artificielle, l'adapter avec notre rédaction, voir comment est-ce qu'on doit faire. C'est vraiment à notre devoir aussi, nous responsables des médias, d'accompagner, de mener ces campagnes à travers les radios, les télévisions, ces campagnes pour essayer un peu de sensibiliser vraiment la population. Merci beaucoup. Nous tendons presque à la fin, la toute dernière question. C'est vrai, nous parlons de la responsabilité de médias dans la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille en ligne, mais il y a aussi la responsabilité des autorités. Alors là, je m'en vais vous accorder la parole. Okay. Encore une fois, avant que je revienne à Madame Fallon, quelle peut être la part des autorités, de l'État congolais face à ces violences? Oui, les médias peuvent sensibiliser, mais les autorités? Voilà. Les autorités, déjà, ce que je peux dire, les Congo ne manquent pas de loi. Il y a déjà une loi, il y a je ne m'abuse, l'ordonnance loi numéro, je dois vérifier, numéro 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Pour dire que les autorités ont fait leur part de responsabilité, c'est-à-dire que nous avons une loi, nous avons le code du numérique qui essaie un peu de réglementer, de régler ce qui est des réseaux sociaux, ce qui est de l'Internet. Mais c'est aux autorités également de sensibiliser, de mener également des actions pour que ce code du numérique soit, comme nous respectons également la Constitution, que ce code du numérique soit respecté, que ce soit au niveau des médias, mais également au niveau de la population, parce que c'est vraiment... J'essaie un peu de parcourir les codes du numérique. Il y a tout à l'intérieur. Il y a des infractions qu'on a essayé un peu d'énumérer. Il y a des histoires qu'on ne peut pas faire qui sont énumérées au niveau du code numérique. Moi, je pense que les autorités ont cette responsabilité de sensibiliser vraiment ces codes du numérique pour que la population soit... Je me demande si réellement la population est au courant qu'il y a un code du numérique. Parce que si je vois ce qui se passe au niveau de l'Internet, je me dis, apparemment la population n'est pas, une grande partie de la population n'est pas au courant qu'il existe un code du numérique. Donc, c'est vrai que les médias doivent faire également leur part pour sensibiliser la population, mais également les autorités doivent également mettre des moyens pour sensibiliser, pour accompagner, ces actions pour que les médias fassent leur travail à bon escient. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. Madame Fallon, nous revenons avec vous avec la même question, mais vous allez l'accompagner avec une action. C'est-à-dire, quelle est la part des autorités par rapport à cette lutte? Et puis, la dernière question, quelle action, si c'était vous, il faudrait que vous meniez une action concrète, que feriez-vous pour que la lutte soit effective? Voilà, déjà, M. Rigen l'a dit, il y a un code qui régit les numériques en République démocratique du Congo. Alors, les autorités doivent vraiment... marteler là-dessus parce qu'aujourd'hui les violences s'intensifient
plus sur l'espace numérique, alors qu'on a un code qui régule les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Nous avons également des autorités de régulation qui sont les CESAC. Il y a également l'UNC, l'Union nationale de la presse au Congo. L'INPC. L'INPC, désolé. L'INC, c'est le parti politique. Politique, voilà, merci beaucoup. Et je pense que les autorités doivent vraiment s'imprégner de ces codes-là et surtout continuer à impliquer ces autorités qui régulent déjà les médias, les journalistes, non seulement dans nos médias traditionnels, mais dans les numériques, parce que nous l'avons dit aujourd'hui, tout se passe dans les numériques. Et voir nos médias traditionnels, il y en a beaucoup qui sont déjà sur les réseaux sociaux, comme Top Congo, nous l'avons cité, et Ecopolis d'ailleurs également est sur les réseaux sociaux. Donc avec YouTube, je suis souvent les journaux chaque 20h. Voilà, Ecopolis sur YouTube est là. Donc les autorités doivent seulement s'imprégner de ces codes-là et il y a les CESAC qui est déjà là, qui fait son travail. Ils doivent vraiment aussi continuer à réguler, voir sur les réseaux sociaux en tenant compte de ces codes que les autorités nous ont mis en place. Quelle action Voilà, étant journaliste ou si j'étais autorité. Étant journaliste, vous êtes autorité aussi, vous avez votre quatrième pouvoir. Voilà. Vous êtes le quatrième pouvoir, dit-on. Voilà, les actions à mener, je pense que premièrement, ça reste la sensibilisation. Parce que chaque jour, quand je me réveille, la première des choses, c'est dire merci à Dieu, même si ce n'est pas une longue prière, mais la deuxième des choses, je touche à mon téléphone. Pouvoir. Donc, les téléphones aujourd'hui, c'est un pouvoir, je peux dire positif, mais à la fois négatif. Mais puisque nous sommes journalistes, nous avons toujours tendance à informer, communiquer. Moi, quand je tiens mon téléphone, la première des choses, si je n'entre pas sur Okapi, sur voir Congo Média, sur Top Congo en tout cas, soit c'est moi-même qui tiens le téléphone, soit pour apprendre une leçon à la communauté, à la population, ou sinon c'est rien. Donc c'est ça ma vie quotidienne. Donc étant journaliste, je continuerai à sensibiliser à travers les réseaux sociaux, pourquoi pas à la maison, à travers mon église d'ailleurs, parce que je suis journaliste, mais j'ai vu aussi dans une communauté, dans une église, donc la sensibilisation et puis la conscientisation, mais tout ça passe par la sensibilisation. Donc je pense que la sensibilisation, mais aussi parfois des activités récréatives. Vous voyez, dans des activités, le jeune voilà, fille pour et les jeunes filles, les jeunes garçons, dans des activités à travers des jeux, mais on communique quelque chose pour lutter contre ces violences faites à la femme et à la fille sur le numérique. Merci beaucoup, Fallon. Nous touchons vraiment à la fin. Votre mot de la fin, Monsieur Rigen. Ensemble, transformons les réseaux sociaux en espace sûr, protecteur et respectueux des droits. Quel serait votre mot de la fin? Ça, c'est le thème annuel en RDC. Je dis d'abord merci à l'invitation. Merci d'avoir pensé à ce que les téléspectateurs d'Ecopolis puissent comprendre quand même qu'il y a un danger derrière les réseaux sociaux. Mais au-delà de ça, il y a également de grandes opportunités sur les réseaux sociaux. Utilisons à bon escient les réseaux sociaux. Il y a l'école du numérique qui est là. Peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont jamais été condamnées, peut-être pour diffamation ou autre, à Matadi ou peut-être au Congo central. Mais je vous rassure que sous d'autres cieux, il y a quand même des sanctions prévues par rapport aux diffamations, à la diffusion des fausses informations, aux violences numériques. Moi, je pense que nous sommes appelés, que ce soit hommes et femmes, nous sommes appelés à bien utiliser les réseaux sociaux. Trouvons du bon côté, trouvons plus d'opportunités. Moi, je le dis toujours que j'ai une bonne expérience à travers les réseaux sociaux. J'apprends beaucoup grâce aux réseaux sociaux, j'apprends beaucoup grâce à Internet. On doit également utiliser l'Internet à bon escient, éviter des commentaires, des discours haineux, des propagations de faux bruits, la diffusion des images sans consentement. Tout ça, ce sont des types de violences numériques. Donc, j'en appelle à la conscience de tout le monde de bien utiliser les réseaux sociaux. Nous également, notre niveau en tant que journaliste, on doit également faire la part des choses parce que peut-être la population fait ce que nous faisons. Alors, nous allons faire de notre mieux pour que nous soyons vraiment des modèles, d'être un exemple à suivre pour que l'outil Internet soit bénéfique, soit une opportunité pour le jeune,
pour le jeune des Matadi, pour le jeune du Congo central, pourquoi pas pour le jeune de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. Madame Fallon, je crois que je vous avais déjà donné l'occasion de clôturer. Un dernier mot, je vous avais déjà donné, sinon en 30 secondes. Hein. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de la discrimination. D'accord, merci. Je reviens pour dire qu'à l'occasion, déjà, c'est 16 jours, c'est clôture demain mercredi. Ça, c'est clôture, c'est 10 décembre. C'est 10 décembre qui va aussi marquer la journée mondiale des droits de l'homme. Exact. Donc, je profite pour ces mots de la fin pour dire que nous, journalistes, surtout, dans les réseaux sociaux, soyons vraiment responsables. Nous sommes... dans les réseaux sociaux, on doit se considérer comme les CESAC. Donc, nous régulons les réseaux sociaux en quelque sorte. Nous sommes une puissance. Donc, une information diffusée par un journaliste est vraiment considérée. Voilà l'importance d'être vraiment responsable, même dans nos commentaires, même dans nos comptes personnels. Parce que toute personne qui nous suit ne sait pas que ces comptes personnels-là, c'est un compte personnel, mais des fois, c'est collé, comme M. Rigen l'avait dit, à votre image. À nos médias, voilà, à l'image de nos médias où nous travaillons. Donc, j'appelle le journaliste à la responsabilité et aussi à continuer de sensibiliser sur l'égalité, surtout des genres. Et c'est de cette manière qu'on pourra vraiment lutter contre les violences en ligne. Voilà. Merci beaucoup, Tata Fallon, Madame Fallon. Merci beaucoup, Monsieur Rigen. Internet doit être un espace où les femmes créent, apprennent, entreprennent, s'expriment en toute sécurité. Pas d'excuses pour la violence en ligne. Mesdames et messieurs, votre magazine Espace Femmes de ce jour touche complètement à sa fin. Vous avez été nombreux à nous suivre à la télévision, à la radio et également sur Internet. Nous vous disons merci. Merci à mes deux invités. J'avais reçu pour vous Monsieur Rigen Ntiese, directeur général de Congo Média. Merci. Merci beaucoup. Merci à Madame Fallon Kenge du VFED, hein, c'est ça, VFED. Que veut dire VFED? Voix de l'enfant et de la femme défavorisée. Voilà, donc merci beaucoup à Madame Fallon Kenge, journaliste et CEO de VFED Communication. Merci beaucoup à la présentation de ces magazines, c'était Madame Liliane Kwengo. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous retrouvons prochainement. Au revoir.